Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers l'ANAGED vous présente Matin Bonheur. Ayons un comportement éco-citoyen. La propreté, c'est l'affaire de tous. Bon matin à tous et bienvenue dans votre matinale préférée. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait plaisir. Pour aujourd'hui, donc, avant-dernier numéro de cette émission. Nous sommes jeudi, donc, avant d'atteindre la journée de vendredi, journée internationale de la femme avec son programme très spécial. Pour aujourd'hui, ce sera en point de mire de la verdure. Jeudi vert, on parle donc d'entrepreneuriat. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, on ne parlera pas d'entrepreneuriat. On recevra à la place un auteur qui viendra avec nous pour décrypter son œuvre au sujet suivant. Le thème, c'est les sentiers de la réussite. Il nous expliquera en tout cas le chemin qu'il a parcouru pour cette réussite-là. À partir de 6h00, c'est le flash, donc nous en sommes à cet instant. Régis Kofi prendra le relais maintenant. Bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Voici un bref regard sur l'actualité nationale. On démarre au palais présidentiel, au plateau. S'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il en ressort la création d'un organe dédié au suivi technique et opérationnel des objectifs stratégiques du programme social du gouvernement. Également, à l'ordre du jour, un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, avec un quota de moins 30% de femmes lors des différents scrutins à liste. Il y a eu plusieurs nominations hier dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein des Forces armées de Côte d'Ivoire, notamment au titre du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, conseiller technique terre du ministre de la Défense, colonel-major Ngoran Léon, inspection générale des armées, inspecteur de l'armée de terre, colonel-major Diarasuba Zoumana et officier traitant, colonel Ouattara Issouf. C'est aujourd'hui que sera connu le nouveau président de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro. Amadou Soumaoro, député RDR de Séguéla, et Jérémy Ngouan, député PDCI de la commune d'Aboisseau, sont candidats. Les parlementaires ivoiriens vont donc tenir leur deuxième session extraordinaire ce matin, à l'effet donc d'élire le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je le disais. Rencontre à Abidjan des directeurs des services vétérinaires et des responsables des unités d'épidémiologie et des laboratoires centraux vétérinaires. Ils passent en revue la feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. Il s'agit aussi de faire des recommandations pour venir à bout de l'épidémie d'ici à 2030. Noël Niagno nous en parle. L'élevage des moutons et des chèvres aux petits ruminants occupe une place de choix pour les pays de la sous-région en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des revenus des ménages. Seulement voilà, un mal menace cet élevage, la peste des petits ruminants, et pour cause. C'est vraiment une maladie qui a un impact énorme, qui a un impact sur la pauvreté, sur la sécurité alimentaire, et aussi sur la croissance économique de ces familles-là. Contrôler et éradiquer le mal devient une exigence pour la croissance socio-économique des familles. C'est pourquoi les gouvernements des pays de la sous-région ont élaboré à Dakar en mai 2016 une feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. 3 ans après, directeurs des services vétérinaires, responsables des unités d'analyse de l'épidémie, les partenaires techniques et autres sont en conclave ici à Abidjan. Ils ont 3 jours pour donner forme et contenu aux vœux du ministre des Ressources animales et halieutiques. Vous comprendrez donc le prix que j'attache personnellement aux résultats de vos travaux qui permettront, entre autres, de mieux connaître la situation de la région en matière de lutte contre la peste des petits ruminants,
de partager les expériences entre différents pays présents et surtout de formuler une stratégie de mobilisation des ressources, car le financement nécessaire à la mise en œuvre efficiente des plans de lutte demeure un défi majeur. Pour le financement, il est constaté un gap de 346 millions de dollars. Actuellement, il nous manque 346 millions au total de dollars américains, bien sûr. Que ce que l'on recherche, c'est avoir un capital d'environ 1 milliard de dollars pour éradiquer la peste des petits ruminants. Ouvert ce mardi, la fin de la rencontre est prévue pour le jeudi 7 mars 2019. Le forum Invest in New Africa se tient en Côte d'Ivoire cette année. Il est dédié aux hommes d'affaires, principalement les responsables des petites et moyennes entreprises, PME. Une occasion pour nouer des partenariats d'affaires avec des responsables d'entreprises internationales. Francis Boifo. L'Afrique doit et peut se transformer en rendant les petites et moyennes entreprises PME compétitives. C'est ce qui ressort des échanges à ce forum dénommé Invest in New Africa. Aujourd'hui, les entreprises africaines ont besoin de formation pour développer cet entrepreneuriat. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un peu plus de finances, de financement pour les aider à se développer technologiquement, être plus à la pointe et permettre de s'adapter surtout. Selon une étude, 80% des petites et moyennes entreprises africaines n'ont pas accès au crédit bancaire à cause de la faiblesse ou du manque de garantie. L'Union européenne a mis en place un mécanisme de financement de ces entreprises. Avec le plan d'investissement externe, on met en place un système où on garantit en liquidité, 50% des liquidités, des lignes de crédit qui sont données à des banques commerciales. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire. C'est un système où un jeune peut aller à la banque et même s'il n'a pas suffisamment de garanties, il va pouvoir obtenir un crédit. Mais ce n'est pas tout, parce que ce qui est important, si on a une idée et on veut devenir entrepreneur, mais il faut formuler ces idées, il faut que ces projets deviennent un projet qui puisse être accepté par une banque. Cette rencontre est organisée par Africa SMB Forum, une plateforme panafricaine d'accompagnement des PME dans 52 pays avec 25 000 entreprises à travers le monde. 50% de notre temps, c'est de l'interconnexion des entreprises entre elles. Nous avons déjà organisé et préparé 62 rendez-vous. 140 entreprises qui sont inscrites. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont connecter. Chacune d'elles va avoir 5 ou 6 rendez-vous, mais qui sont des rendez-vous préqualifiés. Donc elles vont partir avec quoi? De nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Elles auront donc investi pour gagner. Et notre plateforme, elle est là pour donner aux entreprises en fait les meilleures solutions, parfois qui sont dans la proximité, encore une fois, le pays voisin, parfois très très loin. Ce forum est également un espace de réflexion et de partage d'expériences entre acheteurs, fournisseurs et décideurs des secteurs de l'agribusiness, de l'industrie et des services. Voilà, ainsi s'achève cette édition. L'actualité revient à 6h30, le développement de l'information africaine. Et voilà qui est dit. À tout de suite donc, Régis. Et nous, pour ne rien vous cacher sur ce programme du jour, on annonçait notamment l'arrivée d'un écrivain pour aujourd'hui. En thématique principale, santé aujourd'hui, on aura le plaisir d'être en compagnie du docteur Nguessan Justin. Il est urologue. Le thème, la dysfonction érectile, un sujet encore tabou. On aura plusieurs axes à décrypter. Donc, restez en notre compagnie. Plein d'informations vous seront données. Pour le développement durable avec Cédric Lombardo, ce sera Grand Bassam qui sera à l'ordre du jour, où en est le projet d'ouverture de l'embouchure, la protection du littoral. On parlait du cas de Jacquesville la semaine dernière. Aujourd'hui, Grand Bassam va nous occuper. Bien sûr, Fitness est là avec le coach Cyril Nyamke. Vous ne serez pas surpris de l'intituler. On a un circuit aujourd'hui pour les jambes. Et à côté de ce circuit-là, on aura bien sûr nos parrains de l'ANAGED avec M. Akishi qui nous parlera de l'implication de la femme dans le nouveau dispositif de propreté en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. Voilà qui est précis pour ce programme du jour. On part tout de suite pour notre circuit pour les jambes. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Cyril Nyamke pour vous servir, votre coach à domicile. Aujourd'hui, exercice au poids du corps, mais on va cibler les jambes, plus les jambes. On va travailler nos jambes, essayer de les tonifier
de leur mettre un petit stress pour qu'elles puissent être galbées, toniques et fonctionnelles. 3 exercices. Le premier exercice, ce sera un squat avec une levée de jambes alternée. On va aller ensemble. On veille à garder toute la surface du pied au sol pendant les squats. Le bassin bien en arrière et on remonte en serrant les fesses. N'oublie pas l'expiration. 5, 4, 3, 2, 1. On descend en squat. On remonte, on lève la jambe. On va pour 15 répétitions. 4. 6. 7. 9. Au maximum. 11. 12. 13. 14. La dernière. Parfait. Deuxième exercice, on va faire des fentes arrière. Donc je vais me mettre de profil pour que vous me voyez mieux. Je mets une jambe devant, je vais l'autre jambe loin derrière, avec la possibilité de poser un genou au sol si vous voulez. Et je remonte en alternant. On va à 20 répétitions. Les mains au niveau de la poitrine, ma jambe part loin derrière. Si je veux, je pose le genou au sol. Si je veux, je garde le genou un peu proche du sol, mais sans forcément le toucher. Je remonte, je change de jambe. On va à 20 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'oublie pas de serrer les fesses à la montée, tête bien droit. 14, 15, 16, 17, 18, encore 2 répétitions, 19, la dernière, et voilà. Pour couronner le tout, dernier exercice, très simple, mais qui va piquer un peu au niveau des jambes. On va juste descendre en squat, rester en position de squat pendant 30 secondes. Donc mes pieds vers l'extérieur, comme si je faisais un squat. Bassin en arrière, je descends en squat, je maintiens la position. Assurez-vous d'avoir le dos bien droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On appuie sur votre talon cette fois pour éviter toute action sur le genou. 17, 18, 19, 20, 21, 22, allez on tient 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, parfait. Petit circuit terminé pour vos jambes. Je vous rappelle que vous pouvez répéter ce circuit plusieurs fois pour maximiser, pour permettre à vos jambes d'avoir plus de stress, pour plus les travailler, pour que vous puissiez avoir de meilleurs résultats. Donc n'hésitez pas à reprendre l'exercice, à les faire comme vous voulez, à les planifier dans vos journées et surtout restez actifs. Merci et à très bientôt. Merci au coach Cyril Niamkié pour ce circuit pour les jambes très très importantes. Hein. En tout cas, ce sont ces deux mobilités-là qui nous permettent de nous mouvoir, d'avancer ça et là. Il faut qu'elles soient en bonne forme. En bonne forme, justement, pour pouvoir prendre la route. On va pour le point route. On ira sûrement du côté du plateau, comme indiqué. Voilà. Donc, on attend la première image pour décrypter un peu le schéma qui s'y produit. Donc, un schéma plutôt intense. Hein. À cette heure de la matinée, là, déjà des véhicules en affluence. On a un petit même... c'est pas ça, ça va pas très vite en tout cas, mais c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal de garder une vitesse modérée sur ce boulevard lagunaire là. Dans un sens, il y a de l'affluence, dans un autre, c'est assez disparate. Ça va, ça se passe bien de ce côté-là avec une magnifique image de notre perle des lagunes. Deuxième voie. Oui, on y va. On part pour c'est Cocody. On revient du côté de Cocody de Plateau. Le boulevard Latry qui nous mène à ce studio-là, à la RTI. Mais un peu plus loin, c'est cette voie qui est occupée dans une partie. Cette voie qui est occupée dans une partie et ça se passe également très bien. On va peut-être nettoyer un peu la caméra pour mieux y voir. Prochaine voie.
prochaine route qui nous accueille. On va faire un détour où le carrefour sera marqué sur le pont de Gaulle, avec un même tableau pratiquement. C'est dans la continuité du boulevard lagunaire. Sûrement que certains véhicules empruntent le pont et d'autres dans le cœur même du plateau. Ça se passe très bien dans les deux sens. Et on espère que ça va se passer comme ça tout au long de la journée. Merci donc, c'était le point route. Pour la suite, on reçoit maintenant Monsieur Attanda Chérif Adibagoun. Nous devrions avoir la chronique entrepreneuriat, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous serons donc en compagnie de cet auteur-là qui nous a emmené son ouvrage intitulé « Les sentiers de la réussite ». Bonjour Monsieur Adibagoun. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Les sentiers de la réussite, c'est évocateur d'un certain fascicule, n'est-ce pas? Effectivement. Un document de CM2, niveau CM2, voilà, qui concerne une génération. D'accord. C'est cela. Alors, l'ouvrage a été parcouru par nos soins. Tout à fait. Et donc, on a pu découvrir là-dedans une belle histoire retraçant l'enfance d'un individu du nom de Kader. Tout à fait. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette œuvre-là, on a plusieurs faits de société qui sont décriés. Qu'est-ce qui vous inspire l'écriture de cet ouvrage? Et puis, comment vous vient comme ça de mélanger plusieurs faits de société? Merci beaucoup. Merci déjà à l'AETI pour l'opportunité. Il faut dire que pour sortir cet ouvrage-là, je me suis inspiré de ce que j'ai vécu étant élève étudiant. Je me suis aussi inspiré de la vie de mes proches, voilà, de ce que j'ai pu voir et entendre, et aussi de mes lectures. Donc c'est un peu ce mélange de tout cela qui a permis de faire sortir cette histoire. D'accord. C'est un ouvrage à caractère narratif. Effectivement. C'est Kader qui nous raconte un peu son parcours. Tout à fait. Donc l'inspiration, j'ai envie de me poser la question, Kader ferait-il un avec son concepteur? Bon, pas forcément, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certains aspects qui pourraient me concerner ici, mais c'est une histoire fictive. Nous sommes dans un roman, c'est un récit qui est fictif, vu qu'il y a des aspects quand même qu'on ajoute. Voilà, donc c'est un peu cela. D'accord, de l'inspiration venant de diverses histoires qui vous entourent. Tout notamment, on va démarrer avec la première étape qui nous compte ici un cursus normal d'un individu lambda qui vient sur la Terre avec peut-être en point précis un rite afférent à une religion bien précise, notamment la religion musulmane. On peut en savoir davantage? Tout à fait. Je suppose que c'est déjà la première page, n'est-ce pas? Exactement. C'est là que c'est situé. C'est certainement pour montrer un peu l'attachement de l'auteur à une religion, voilà, à sa religion. Mais cela ne signifie pas forcément que cet ouvrage concerne uniquement des musulmans ou des chrétiens, non, loin de là. Vu que dans le prochain ouvrage même, je présente un personnage qui est d'une autre religion. Donc pour dire que la religion n'a pas forcément un aspect, pour ce qui est des sentiers de la réussite, l'exergue est mis ici sur une religion bien précise, de quoi nous situer dans un environnement. Je pense que vous avez commencé par dire que c'était un rituel. Ici, j'ai voulu quand même faire ressortir un procédé, voilà, une façon de faire, voilà, qui appartient pas seulement à, comment on appelle ça, à une religion, mais qui appartient peut-être à une culture, voilà. Donc c'est une façon aussi de montrer l'attachement de l'auteur ici à sa culture ivoirienne, à sa culture africaine. Un peu plus à l'intérieur de cet ouvrage, on remarque que déjà, à l'issue de ce rituel-là, on a reçu un prénom, c'est Kader. Tout à fait. Et c'est Kader qui va nous conter un peu son histoire jusqu'à l'épilogue de cette œuvre. Effectivement. Kader, donc, ce jeune homme très enthousiaste, et puis, on va dire, très prolixe également, qui démarre son cursus scolaire à partir de la maternelle. À ce niveau-là, comment ça se passe pour Kader, pour nos téléspectateurs? Je dirais que c'est un novice, voilà, c'est le début d'une histoire. Voilà, je pense que cet aspect-là, je me suis inspiré de la vie de mon fiston, qui va à l'école tous les matins, mon fils, voilà. Je me suis inspiré de tout ce que j'ai pu voir tous les matins lorsqu'il va à l'école, tout et tout. Voilà, c'est ce qui m'a permis un peu de faire ressortir cet aspect-là. Voilà, c'est un peu cela.
Donc, cursus normal, Kader finit par arriver en classe préparatoire première année. Tout à fait. Et à ce niveau-là, c'est là que les liens sociaux vont se créer avec notamment une bande à lui. Et cette bande-là, elle est vraiment, comme on le dit en Afrique, hein, elle est nzassa. Il y a du tout, il y a du tout là-dedans. Tout à fait. Il y a des personnes d'une certaine classe sociale. Tout à fait. Il y a des personnes un peu moins nantis. Tout à fait. Mais cela n'empêche pas la symbiose au sein de cette petite fratrie entre griffes. Effectivement. Alors, je vous remercie déjà d'évoquer cet aspect-là. Je pense que c'est la contribution aussi de l'auteur à la réconciliation. Il faut dire qu'auparavant, nous avons eu la chance de côtoyer des personnes d'horizons diverses. Il n'y a pas eu à dire que celui-là vient d'ici ou d'ailleurs, tout et tout. Et c'est un peu ce souvenir-là que je fais ressortir dans cet ouvrage-là. Voilà, pour dire aux gens, voilà, on peut toujours faire revenir cet aspect, cette vie-là que nous avons connue, où bon, on ne mettait pas à l'écart tel ou tel au regard peut-être de son rang social ou de sa religion, de son ethnie. Donc c'est un peu cela. Dans l'ouvrage, on a également des mots-clés afférents à des situations bien précises d'un cursus scolaire. D'accord. Notamment à une page où on va vraiment aller très vite par rapport au temps. D'accord. Où Kader arrive en classe de 3e à la proclamation des résultats. Des résultats, d'accord. Voilà. Comment un peu on peut expliquer cette atmosphère-là, de quoi baigner le téléspectateur dans l'ouvrage? Merci bien. Il faut dire que j'apprécie véritablement les éléments que vous faites ressortir. J'ai voulu aussi plonger encore le lecteur dans ce qu'il vit. Dans ce qu'il vit. Ce roman-là, c'est un roman qui ne parle pas uniquement de Kader, mais qui parle d'une génération, comme je le dis. Plusieurs personnes ont eu déjà à le lire, ils m'ont fait un retour. Il y en a même qui m'ont dit que, monsieur, lorsqu'on lit votre ouvrage, on a l'impression qu'on est en train de parler de nous. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi Donc à la lecture. c'est surtout ce qui fait un peu la particularité de cette histoire qui est narrée ici. Alors, on parle du sentier de la réussite, on ne pouvait pas quand même parler de tout ce parcours-là sans faire ressortir la joie qu'on peut avoir à la suite d'un examen. Voilà, à la suite d'un examen. Il y a aussi, en dehors de cette joie-là, ceux qui ne sont pas admis, il y a aussi un pincement au cœur. Donc, ce sont ces petits éléments-là que j'ai voulu faire ressortir pour que le lecteur se sente concerné par ce qui est dit ici. En tout cas, c'est un ouvrage qui remémore beaucoup de souvenirs du parcours scolaire jusqu'à même à entamer la vie active, la vie professionnelle. On s'était arrêté au point de l'étape du BEPC. Tout à fait. Quand arrive la préparation, on va dire les classes intermédiaires avant le bac, c'est toute une histoire également. Effectivement, effectivement. J'ai toujours eu pour habitude de dire que le baccalauréat, c'est le meilleur diplôme. Selon moi, c'est le meilleur diplôme. Parce qu'il procure une joie qui est véritablement indescriptible. Alors, pour un roman qui parle de sentier de la réussite, on ne pouvait pas quand même exclure cet aspect-là. Il fallait le faire ressortir, il fallait dire aux gens. Mais ce qu'on oublie également, c'est que le résultat qu'on obtient, c'est après une souffrance. C'est après une souffrance. Il faut tout le temps se réveiller, étudier, tout et tout. C'est une souffrance. Il faut accepter de souffrir pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est cela le message, en fait. Oui, parce que ce qu'on ne dit pas, qu'on s'apprête maintenant à dire dans l'ouvrage, tout est un processus basé sur l'abnégation. Effectivement. Le travail, l'acharnement pour atteindre son objectif, qui est la réussite. Et c'est surtout cela le message. C'est une façon de dire aux jeunes, si on veut atteindre son objectif, il faut accepter de souffrir. Il faut souffrir, il faut se battre, il faut aller de l'avant. Il faut se fixer des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs-là, il faut véritablement se mettre au travail. Si vous permettez rapidement, il y a aussi des aspects qui ont été évoqués dans l'ouvrage, comme la grossesse en milieu scolaire. Oui, on allait y revenir. Le phénomène notamment, des logements. Il y a des tares de la société qui ont été décriés. On a par exemple les interruptions scolaires dues à certaines incompréhensions ça et là. Tout on a les grossesses en milieu scolaire. Tout à fait. On a la aussi violence à l'école. La violence à l'école. Effectivement. On a aussi de la drogue. Oui. La drogue. Oui. On a tout ceci qui est décrié. Tout à fait. Et pour ne rien oublier, on a aussi des mouvements de perturbation au niveau même national. Tout à fait. On a la guerre qui est transcrite. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut dire que tous ces éléments-là, ce sont des messages, en fait. Ce sont des messages. Je suis en train de dire dans ce roman aux élèves, aux étudiants, qu'il est bon d'aller à l'école.
On peut réussir sa vie malgré tout en allant à l'école, mais faisons attention. Il y a la grossesse en milieu scolaire. Pour les jeunes filles, c'est de leur dire, par exemple, de faire très attention. Voilà. Donc, c'est de dire à tout un chacun de prendre les dispositions pratiques nécessaires pour atteindre son objectif. Et vous avez parlé aussi de la guerre. Je pense que tous les thèmes évoqués ici collent avec l'actualité. Hein. Il faut dire que je suis un auteur qui s'inspire de ce qu'il vit, de ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est une façon de dire aussi. La guerre a eu des conséquences. Les conséquences, j'en ai évoqué dans l'ouvrage. Est-ce qu'on veut encore subir les mêmes conséquences? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire dès à présent pour éviter des situations de ce genre-là? Donc, c'est un peu ma petite participation, voilà, à la réconciliation, une façon de dire aux gens, voilà, voici ce qu'il y a quand il y a la guerre, évitons cela. Oui, parce que c'est vrai que dans cet ouvrage-là, on s'est inspiré de faits réels, de personnages qui ont vraiment existé, mais sans nommer exactement les choses par leur nom. C'est un peu habillé. On a notamment le pays dans lequel Kader vit, qui s'appelle le pays de l'éléphant. La République de l'éléphant. La République de l'éléphant, par exemple. Voilà. Et au niveau des grossesses en milieu scolaire, il y a quelque chose qui m'a interpellée sur la personne qui va contracter cette grossesse-là, c'est Rina. Et à cet instant-là, j'ai eu un petit mal parce que j'avais l'impression que c'était stéréotypé. On décrivait Lina comme l'une des plus belles filles de l'école, avec un teint clair, de forme et de démarche d'une déesse. Et on va dire son destin immédiat, c'est contracter une grossesse. Quant à contrario, on a une autre qui est de teint ébène, qui est vraiment studieuse. Pourquoi ce stéréotype-là sur la carnation? Je dirais pas. Parce qu'un peu plus en amont encore, on en a eu d'autres exemples de ce genre. Bon. C'est votre point de vue, voilà, je vous l'accorde. Ce n'était pas forcément ce que j'ai voulu faire ressortir ici. Le message, c'était tout simplement, le cas Rina, c'est une jeune fille, comme vous l'avez dit, qui est belle, tout et tout, et qui ne se soucie pas de ses études. Elle ne se soucie pas de ses études, qui profite de cette beauté qu'elle a pour se faire courtiser par tout le monde, pour atteindre ses objectifs, pour que ses amis puissent faire ses exercices, pour que ses enseignants puissent lui faciliter la tâche, favoriser, lui donner des notes. Voilà. C'est surtout ce message-là que j'ai voulu faire ressortir. Et comme vous l'avez dit également, je présente une autre qui, elle, en dépit, malgré toute cette beauté qu'elle a, elle a quand même des objectifs. Voilà, et elle est en train d'atteindre ces objectifs-là. J'ai voulu mettre le doigt là-dessus parce que même en définitive, à l'épilogue de l'ouvrage, Kader a bien épousé une femme de carnation noire ébène. Comme quoi, il insistait sur ce critère-là. Justement. Peut-être que c'est... Ce sont ces canons de beauté, c'est clair? C'est peut-être révélateur aussi de quelque chose. Et quoi donc? Bon. On se serait bien compris, en tout cas, je pense. En tout cas, c'est un ouvrage qui retrace le parcours de tout individu qui aurait été à l'école, un cursus scolaire studieux pour atteindre l'objectif final qui est d'avoir un boulot, s'insérer concrètement dans le tissu social et se marier comme ce fut le cas de Kader ici. Merci Monsieur Atanda Chérif Abidogoun pour cet ouvrage qu'on vous conseille vivement. Merci d'être passé sur le plateau de Matin Bonheur. C'est le point maintenant pour les données météorologiques et Régis pour son deuxième flash. À tout de suite. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par de la brume humide ou du brouillard dans le sud forestier. Par la suite, un temps généralement nuageux, avec par moments de belles éclaircies s'y installera, tout comme sur le littoral qui par contre pourrait localement connaître de la pluie. L'ouest, l'est et le centre resteront sous un ciel généralement nuageux. Le nord connaîtra des passages nuageux réguliers. Les températures pour la matinée, on notera comme maximale 26 degrés à Abidjan, tout comme à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Daloa, tout comme à Dambokro. À Gagnoa, on notera 25 degrés, 24 degrés à Korogo, 20 degrés de minimale à Mans, 23 degrés à Odiéné, 26 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou, 23 degrés à Yamoussoukro.
Pour l'après-midi, le soleil continuera sa domination dans le ciel sur la majeure partie du pays, malgré la présence de quelques nuages. Toutefois, les entrées d'air maritime humide et chaude favoriseront progressivement le développement de nuages de plus en plus denses sur le littoral et le sud forestier. Cette présence de nuages évoluera vers de la pluie par endroits. Les températures pour l'après-midi, on notera 33 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou ainsi qu'à Boaké, 35 degrés à Daloa, 37 degrés de maximal à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, à Man on notera 34 degrés, 36 degrés à Odiné, 31 degrés de minimal à San Pedro, Sassandra Tabou, 35 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Madame, Monsieur, vous suivez le point de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Au Bénin, les partis d'opposition n'ont pas répondu à l'invitation du président. Le chef de l'État, Patrice Talon, avait convié toute la classe politique à une réunion pour parler des prochaines législatives du 28 avril. Un scrutin qui se déroulera sans parti d'opposition puisque ce mardi, la commission électorale les a écartés pour cause de dossiers non recevables. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, lors d'une visite au Vatican, a confirmé qu'il s'en tenait à l'accord de paix conclu par son pays au lendemain du rejet du nouveau gouvernement par plusieurs milices. L'ancien ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mebingo, ex-figure du régime du président Paul Biya, a été arrêté et placé en garde à vue à Yaoundé pour de supposées malversations financières. En Afrique du Sud, un tribunal condamne 2 agriculteurs blancs à des peines de 23 et 18 ans de prison pour le meurtre d'un adolescent noir de 15 ans, soupçonné d'avoir volé des tournesols dans une zone rurale reculée du nord-ouest du pays. L'école malienne est paralysée. Des milliers d'enseignants du cycle fondamental et du secondaire ont pris part à une marche de protestation hier dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Bamako. Ils réclament entre autres des primes de logement et de documentation. En République démocratique du Congo, lors de la cérémonie d'ouverture du Centre européen des visas qui remplace à Kinshasa la maison Schengen pour l'octroi de visas pour l'Europe aux citoyens congolais, le chef de poste de l'ambassade de Belgique en RDC, Philippe Bronchin, a annoncé des changements. Le plus important d'un point de vue pratique sera l'introduction d'un système de rendez-vous en ligne. C'est une Marocaine, Bouchra Baïbano, qui est au sommet. L'alpiniste amateur mais chevronné a gravi le mont Vinson en Antarctique. Elle est devenue la première Marocaine à avoir atteint les 7 plus hauts sommets des 7 continents. Voilà qui marque la fin de ce coup d'œil sur l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je serai de retour à 7 heures. A tout de suite. Et voilà qui ouvre notre prochain entretien avec nos parrains de la NAGED, M. Akichi Roger, directeur de la communication et des relations extérieures de la structure, est en notre compagnie, bien installé. Bonjour à vous, M. Akichi. Bonjour, Alix. Aujourd'hui, on s'attarde sur l'implication de la femme dans le nouveau dispositif de propriété d'Abidjan. Alors, cela fait 4 mois que nous sommes entrés dans la nouvelle ère de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le district d'Abidjan. Quelle implication des femmes vous avez constatée? Merci, Alix.
Vous savez que dans le domaine de la salubrité, l'État de Côte d'Ivoire a confié ce secteur à une dame, une grande dame que tout le monde connaît. Il s'agit de Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oloto, qui montre de savoir-vivre et qui demande tous les jours à la population d'avoir cette culture de la propriété, surtout les femmes, au niveau des femmes. Et ce n'est pas fortuit si le gouvernement a décidé que ce soit une femme qui soit à la tête de ce département ministériel. Au niveau de l'Agence nationale de gestion des déchets, vous remarquez que c'est aussi une dame, une grande dame qui est aussi à la tête de ces structures. Et donc, cela dénote que tout ce qui est en rapport avec la propriété, tout ce qui est en rapport avec le cadre de vie appartient au premier abord aux femmes. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui, à l'orée du 8 mars, de saluer toutes les dames, de saluer toutes nos mamans, de saluer toutes les femmes, afin que leur implication dans ce nouveau process de gestion des déchets puisse donner à la Côte d'Ivoire une très belle image. Et monsieur le directeur, avez-vous, à vous entendre parler, les femmes doivent être au premier plan dans cette nouvelle quête de la culture de la propriété? Mais vous savez que l'éducation de tous commence par la cellule familiale. Et on connaît très bien le rôle prépondérant que jouent nos femmes au niveau de la maison, au niveau de nos quartiers. Et donc aujourd'hui, il est important que nos femmes puissent nous aider la population dans ces nouvelles politiques de gestion des déchets, surtout en respectant les consignes que nous laissons, parce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent tirer l'ensemble de la population à aller de l'avant. Et on sait très bien que ce que femme veut, Dieu le veut. Très bien. Et il faut que les femmes nous aident aussi. Il faut que les femmes s'organisent. Il faut que les femmes arrivent à organiser les jeunes filles qui sont dans les quartiers. Il faut que les femmes arrivent à porter le message de la propriété à l'ensemble de la population. Concrètement, sur le terrain, les femmes devraient aborder dans quel sens, quelle est la démarche qu'elles devraient avoir pour fédérer tout le monde autour de cette importante... D'abord, les femmes doivent veiller à ce que les déchets soient bien conditionnés au niveau des ménages et surtout au niveau des quartiers. Elles doivent s'organiser pour régulièrement faire des opérations de grand ménage au coup de balai. Ça, c'est important. Les femmes doivent demander, surtout à leurs servantes, généralement on sait que ce sont les servantes qui sont en contact avec les déchets ménagers, surtout le respect des horaires. Le respect des horaires, les sorties des poubelles et surtout avoir cette habitude-là, cette notion de nettoyer nos poubelles avant de les faire entrer. Donc les femmes sont au début, elles sont à la fin de toute chose. Nous sommes là pour leur dire vraiment un grand merci aujourd'hui. Vous voyez que nos mamans qui balaient les rues là commencent à donner une bonne image à Abidjan. Elles sont bien habillées à 80%, elles sont dans les équipements qu'il faut. Ça veut dire que même parmi les éboueurs au niveau de nos opérateurs, il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont accepté de faire ce travail. Et donc, quand la femme est quelque part, bon, ça ne peut que marcher. Monsieur Akichi, ma question était à dessein par rapport à la démarche. Et dans votre développement, on a pu constater que les femmes étaient en amont, elles devaient donner les instructions. Mais l'implication aussi des hommes, tout ça, c'est vrai que ce sont les femmes qui sont mises en avant. Mais vous savez que ce sont les femmes qui peuvent tirer les hommes. Ce sont les femmes qui peuvent tirer les hommes. Les femmes donnent l'exemple. Parler de femmes, c'est parler du beau, c'est parler de la propriété. Partout où il y a la femme, on ne peut qu'être à l'aise. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour dire que nos femmes, nos braves mamans, qui vont fêter à partir de demain, nous devons compter sur elles. Nous devons compter sur elles, tel que le fait Madame le ministre, pour demander aux femmes d'être au premier plan dans cette nouvelle quête de la propriété en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, les femmes qui, en tout cas, s'imprègnent de cette nouvelle politique-là, mais on n'exclut pas, en tout cas, toutes les personnes, toutes les populations dans ce dispositif-là. Très bien. Les jeunes, les hommes, les associations, les syndics des quartiers, les leaders d'opinion, les relais d'information, les médias. Donc, tout le monde est concerné dans cette quête de la propriété, surtout à Abidjan. Nous avons démarré depuis le 2 novembre. Aujourd'hui, nous sommes à 4 mois et je pense que les Ivoiriens seuls peuvent constater l'état de propriété à Abidjan et nous allons attaquer bientôt les autres villes de l'intérieur.
C'est vrai que le cas du jour nous met au diapason de la célébration au phare de ce mois de mars, mais dans nos échanges antérieurs, on avait des poches de résistance, ça et là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, je crois que tout est en train de rentrer dans l'ordre progressivement. Nous l'avons dit, nous le répétons, c'est un processus. Et qui parle de processus, parle d'un différent type de niveau d'implication de tout le monde, de toute la chaîne, de tous ceux qui interviennent dans ce système de gestion des déchets. Surtout au niveau, le premier maillon, c'est au niveau des ménages. Ensuite, ceux qui y travaillaient avant, les précollecteurs, comme on les appelait, avec les tricycles, que nous sommes en train d'intégrer progressivement. Et puis, surtout, nous demandons à la population de respecter les horaires, de faire un peu d'effort. C'est vrai qu'il y a des quartiers pour lesquels nos agents ne peuvent pas vraiment y arriver, mais il y a des bacs, il y a des coffres qui sont installés, ne serait-ce qu'à 30 mètres ou à 20 mètres de la maison. Bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour ça, on peut se déplacer, surtout qu'il s'agit de notre cas de vie, il s'agit de la salubrité, il s'agit du bien-être de la population. À quelle étape en est la campagne de Madame la ministre dans les différentes communes? Ben, elle continue sa randonnée, surtout que nous allons aborder bientôt la saison des pluies. Et donc, c'est une priorité pour elle, même au niveau du gouvernement. Un ensemble de réunions au niveau des ministères est en cours régulièrement. Et vous constatez qu'il y a sur le terrain le curage des caniveaux, il y a des maisons qui ne sont pas bien installées, qui sont en train d'être rasées pour permettre à l'eau de ruissellement vraiment de suivre son lit et aller à la lagune. Donc je pense que Madame le ministre continue de faire son travail, vous la connaissez très bien. Elle ne résigne pas sur les moyens, même les dimanches, elle est sur le terrain pour permettre aux Ivoiriens d'apprendre ou bien de vivre à nouveau dans un environnement propre, salubre, un environnement sain pour que la Côte d'Ivoire puisse être au diapason de 2020, Abidjan, ville propre, zéro déchet dans les rues. Notamment avec le cas de la saison des pluies qui pointe son nez. Hein. Quels sont les gestes, les bons gestes que l'on pourrait donner comme voilà, indication aux différents Mais déjà, ménages? d'entrée de jeu, merci pour cette question, Alix. Déjà, c'est de demander à tous ceux qui sont installés à des endroits où il ne faut pas, surtout sur les passages d'eau de ruissellement. Déjà, leur demander, pendant cette période-là, d'avoir l'amabilité de se déplacer, de ne pas attendre que le gouvernement ou bien la mairie ou le ministère viennent les déloger de force. Qu'ils sachent que c'est une période, la pluviométrie cette année va être très forte, ça a été déjà annoncé, donc c'est de leur dire déjà dans un premier temps de quitter ces endroits. Deuxièmement, c'est d'éviter de jeter les ordures dans les canaux d'évacuation d'eau de ruissellement. C'est important parce que lorsque ces canaux-là sont bouchés, vous savez que l'eau va forcément remonter et ça crée des dégâts, surtout au niveau des pertes en vies humaines. Il y a ça aussi. Et puis, essayer d'aider nos opérateurs en respectant les heures de sortie des ordures pour leur permettre de travailler facilement pour éviter que les ordures se retrouvent dans les caniveaux. Donc, voici un peu quelques gestes que nous pouvons, dans un premier temps, on va demander aux populations de respecter pour éviter que nous puissions assister à ce que nous avons vu l'année dernière. Et parlons toujours de cette saison des pluies, là, concernant les précipitations, quel devrait être le conditionnement quand on sait que des fois il y a de fortes précipitations qui réussissent même à déplacer des véhicules et tout ça, quand ce sont des déchets conditionnés dans des petits sachets plastiques, ça peut toujours bouger? Mais dans un premier temps, c'est surtout le respect des horaires. Et puis, bon, les populations savent très bien que lorsqu'il pleut, il y en a une forte pluviométrie, il faut attendre que la pluie cesse avant de sortir les ordures. Et le temps de travail va être très court. Peut-être qu'avec nos amis de la Sodexa, nous allons essayer d'aménager un peu les horaires. Mais dans un premier temps, il faut toujours avoir des poubelles avec des couvercles. C'est important, ça évite que l'eau de pluie puisse infiltrer dans la poubelle. Et surtout quand les déchets sont bien conditionnés, c'est sûr que ça va être un peu difficile que l'eau puisse les transporter assez facilement. Voilà des indications précises pour amorcer cette saison de pluie qui pointe son nez. Donc tout le monde devrait se mettre en règle pour pouvoir accueillir cela de manière plus sereine. Et voilà. Merci Monsieur Akichi. Bonne fête des femmes. Merci. Bonne fête à tous nos mamans. Merci beaucoup. Les numéros de téléphone pour aujourd'hui? Ben, c'est toujours le même numéro que nous disons, le 47 14 00 00 00, puis 01 20 00 00 56 50
0000 ou sur la page Facebook ANAGED Côte d'Ivoire pour toutes vos réclamations. Merci infiniment. Merci Très beaucoup, bonne Alice. journée à vous. Et pour rester dans la même veine, on part pour un élément qui nous parle du plastique qui devient et qui est déjà devenu le cauchemar de la planète entière. La plupart des plastiques sont fabriqués à partir d'hydrocarbures présents dans le gaz naturel, le pétrole et le charbon. Ils sont constitués de chaînes de molécules liées entre elles, appelées polymères. Il existe deux grandes familles de polymères, les thermoplastiques. Ils représentent environ 80% de la consommation mondiale de plastique. Ils se ramollissent lorsqu'ils sont chauffés, puis durcissent lorsqu'ils sont refroidis. Ils peuvent être recyclés. Les thermodurcissables, ce sont des substances qui durcissent définitivement et ne se ramollissent pas une fois chauffées. En 1950, l'industrie produisait 2 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 400 millions de tonnes. Les plastiques peuvent être recyclés en une grande variété de biens de consommation. Mais chaque année, des millions de tonnes de plastique se déversent dans les océans et les sites d'enfouissement. Une bouteille de plastique met plus de 400 ans à se dégrader. Moins d'un cinquième des déchets plastiques sont actuellement recyclés. Il y a une telle variété de polymères qu'il est très compliqué de les recycler. Il est donc moins cher de fabriquer du plastique neuf que de le recycler. Alors quelles sont les solutions ? Investir massivement dans les bioplastiques, des polymères naturels issus de déchets agricoles et dans des plastiques biodégradables. Utiliser des matières recyclables de haute qualité, taxer la production de plastique et inciter les entreprises à abandonner le plastique dans les emballages au profit de matériaux alternatifs. Toujours sensibilisation quant à la protection de notre environnement. Et dans cette même dynamique, on reçoit avec grand plaisir Cédric Lombardo qui est déjà là. Aujourd'hui, on parle de Grand Bassam et du projet de l'ouverture de l'embouchure. La semaine dernière, nous avions inauguré notre thème sur la protection du littoral ivoirien. Nous étions à Grand Laou, à l'embouchure du fleuve Bandama, où se déplace, c'est ça, voilà, l'embouchure, et qui détruit ainsi progressivement les habitations, les cimetières historiques. Aujourd'hui, nous sommes sur le cas de Grand Bassam, la ville historique, patrimoine de l'UNESCO, il faut le préciser. Ici encore, nous avons un cas exceptionnel à l'embouchure du fleuve Comoé cette fois-ci. Donc à Grand Bassam, quel est l'état des lieux de Grand Laou, le sujet dont on parle depuis longtemps? Pouvez-vous nous faire un petit point sur ce cas? Oui, absolument. Donc, en fait, c'est extrêmement vrai. Grand Laou, ça fait très longtemps qu'on connaît le sujet. Rappelez-vous, le député-maire Hucher Assouan, en son temps, avait même dû déplacer la ville pour y répondre. Et puis Grand Bassam, c'est à peu près la même histoire. C'est quasiment depuis les années 1960-65 qu'on est au courant de la thématique. Et en fait, ce qu'on a voulu vous faire ce matin, c'est vous présenter une illustration qui va vous montrer l'évolution de l'embouchure à Grand Bassam. Remontons dans le temps. Donc c'est l'illustration de ce matin. Là, vous voyez, on est en 1959. Donc c'est l'embouchure, j'ai envie de dire, historique et que vous voyez en train de rentrer normalement dans l'océan, entre guillemets, sur le côté, un petit peu en haut de l'image. Vous voyez le canal d'Assigny qui, lui, a été construit en 1957. Donc l'image suivante va vous permettre de voir maintenant ce qui s'est passé en 1989, car l'embouchure s'est fermée, mais on est toujours sur des photos aériennes de l'époque. On a essayé de faire une ouverture artificielle puisque l'embouchure s'est complètement fermée. Et là, vous voyez qu'on est carrément sur le quartier France, quasiment en face de l'arrivée, entre guillemets, du fleuve Comoé. Et là, c'est 2015. À droite, vous voyez le rond rouge vous montre l'ancienne position de l'embouchure. C'est complètement fermé, la plage est fermée. Et vous voyez aussi maintenant à gauche le cercle rouge. On est devant le quartier France. Et là, c'est le même combat. L'embouchure est complètement fermée. Donc l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, le fleuve Comoé n'arrive plus à sortir par Grand Bassam. Donc, puisqu'il n'y a plus assez de puissance du fleuve pour ouvrir l'embouchure historique et naturelle de Grand Bassam, aujourd'hui, on est dans une situation où le fleuve est le cordon du littoral est complètement fermé. Alors, l'embouchure historique s'est fermée. Il y a eu une tentative d'ouverture sans succès. Expliquez-nous le fonctionnement de l'embouchure de Bassam. Bien, oui, en fait, pour que vous ayez une embouchure, il faut que vous ayez un fleuve. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de vous montrer avec deux petites animations, c'est ce qui s'est passé sur le site de Grand Bassam.
Donc la première animation qu'on vous a préparée, elle va se lancer maintenant. Vous voyez qu'on va vous montrer la grande lagune ébriée. À droite de l'écran, vous voyez le fleuve Comoé avec ses petites flèches blanches et Grand Bassam qui se trouve en bas à droite de l'écran. Donc tout simplement, à l'époque, on avait le fleuve Comoé qui avait suffisamment de puissance, particulièrement avec la saison des pluies, pour être capable d'aller directement dans le fleuve Comoé et, d'aller directement dans l'océan et capable de se jeter. Et vous voyez qu'à gauche de l'écran, vous avez une petite barre rouge. C'est qu'à cette époque-là, dans l'ancien temps, le canal de Vridi n'existait pas. Donc, pour toute la lagune ébriée, il n'y avait qu'un seul et unique exutoire, une seule et unique sortie en mer pour le fleuve Comoé, c'était Grand Bassam. Et donc, on vous a préparé maintenant une deuxième animation pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le fleuve. Décrypter ce que nous dit ce point rouge là. Exactement. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la troisième animation maintenant que nous allons vous présenter. Oui. Vous voyez qu'à droite de l'écran, vous avez cette barre rouge qui vous montre que l'embouchure est fermée, la plage est fermée. Et à gauche de l'écran, tout simplement, quand on a ouvert le canal de Vridi, on a créé une deuxième ouverture à l'intérieur de la lagune ébriée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de puissance que le fleuve Comoé s'est retrouvé aspiré complètement par le canal de Vridi. Et la raison pour laquelle il est aspiré complètement par le canal de Vridi, vous le voyez maintenant tout à fait en bas à droite de l'écran, on vous a indiqué ce qui est le trou sans fond. Et en fait, on a le trou sans fond, c'est-à-dire qu'on a un gigantesque ravin sous-marin sous l'océan qui existe à cet endroit-là. Et ce ravin agit comme une gigantesque pompe. Et c'est à cause de lui d'ailleurs que le canal de Vridi a été ouvert là, et c'est lui qui aspire complètement la Comoé. Donc tout simplement, que s'est-il passé? Vous devez imaginer une grande baignoire. Cette baignoire, elle avait un seul siphon, une seule évacuation. On a créé un deuxième siphon, une deuxième évacuation. Elle a aspiré. Le fleuve Comoé a été complètement détourné en direction de Vridi. Conclusion, nous n'avons plus la puissance nécessaire pour maintenir l'embouchure ouverte à Grand Bassam. Les études n'avaient-elles pas prévu ce dérèglement là, au niveau du trajet de la Comoé? Mais non, parce qu'à l'époque, ce n'était pas obligatoire de faire ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que déjà, il faut imaginer, on est quand même en 1959, on avait un petit peu avant même, on n'a pas tous les outils qu'on avait, qu'on a maintenant pour être capable de calculer, modéliser ce genre de choses. On n'a pas fait d'études environnementales. Même si on en avait fait une, avions-nous à cette époque suffisamment d'outils pour comprendre ce qui allait se passer? La conclusion, pas d'études, un impact environnemental. Et cet impact environnemental, aujourd'hui, a des conséquences pour les populations. Alors, comment la fermeture de l'embouchure peut-elle entraîner des inondations et pourquoi l'érosion est-elle devenue plus importante? Oui, alors absolument, des inondations, vous avez raison, parce que dernière saison des pluies, on les a connues. On a, je crois, de mémoire, on a la première grande inondation de Grand Bassam était en 1965. La dernière inondation qu'on a connue, pas très importante, mais quand même présente, c'était c'était l'été dernier, entre guillemets. Oui, c'est simple, ouais. Je prends toujours mon exemple. On prend une bassine d'eau. On avait un petit siphon pour faire sortir l'eau par en bas. Si jamais on ferme la bassine, l'eau qui arrive, ne pourra plus partir en mer. Et donc, quand le fleuve Comoé arrive à Grand Bassam, il n'arrive plus à sortir. Toute la puissance est quand même présente. Conclusion, le niveau de l'eau va monter et les inondations vont se mettre en place. Et c'est pour ça que, traditionnellement, malheureusement, les populations de Grand Bassam, depuis les années 65, savent bien que dès que ça commence, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, ouvrir une petite embouchure pour faire sortir l'eau. Évacuer. Voilà. Ça, c'était votre première question. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que la disparition d'une embouchure est capable d'augmenter le risque d'érosion sur le littoral? Quand un fleuve va rentrer dans l'eau, vous devez imaginer la puissance de ce fleuve et vous devez imaginer que c'est comme si on avait un mur d'eau qu'on mettait dans l'océan. Or, l'océan, lui, va transporter du sable, puisqu'il y a une érosion, il prend un peu de sable au Ghana, il prend un peu de sable un peu plus loin. Et chaque fois que l'océan se déplace, il va taper contre cet épi hydraulique, contre ce mur qui est créé par le fleuve qui rentre dans l'océan. Le sable tape et il se dépose maintenant le long du littoral. C'est comme ça, en fait, que se sont créées les lagunes. Mais puisque notre mur n'existe plus, il n'y a plus d'apport sableux sur les plages de Grand Bassam. Il n'y a donc que les forces de l'érosion qui vont se manifester. Et l'érosion est donc accélérée par la disparition du phénomène d'engraissement. Ce que je ne peux plus apporter, la mer maintenant nous le reprend. Et comme ici, on le voit. Là, on est sur ce qu'on appelle un phénomène d'érosion exceptionnel, parce que c'est exactement ce qui nous embête. On a une érosion naturelle à Grand Bassam. On va perdre pratiquement entre 1 mètre et 2 mètres par an. Mais là, en 2011, on a eu une érosion exceptionnelle. On en a 4 dans l'histoire de Grand Bassam. Et en 2011, vous voyez que cette route, en une seule nuit, a complètement été mangée par l'océan. Et les causes et les conséquences, donc?
Alors, ça, c'est exactement ça. Donc là, vous avez la deuxième image. Là, ça a été fait le lendemain de l'érosion. Hein. On est là maintenant sur les plages de Grand Bassam. Est-ce que vous imaginez, vous êtes sur une plage d'un hôtel de Grand Bassam, la moitié de la terrasse a été absorbée en une seule et unique nuit. Wow. Vous avez une puissance gigantesque. On a perdu 20 à 25 mètres. Et cette photo-là est très intéressante. On est à l'Étoile du Sud à Grand Bassam. Et vous voyez les deux petits piliers sur le côté. Oui. En fait, ce sont les anciens lampadaires qui montraient la plage, qui éclairaient la plage de Grand Bassam. Et il y a 7 ans qu'ils ont été absorbés. Et depuis 7 ans, on ne les a pas vus. Et ce qui est intéressant quand on voit cette image, c'est que vous vous rendez compte à quelle vitesse les choses peuvent avancer. Oui. Donc si en 7 ans, il y a cette quantité qui a disparu, imaginez ce qui peut nous arriver lors de la prochaine érosion exceptionnelle. Donc, érosion naturelle, on sait qu'on va perdre entre 1 mètre et 2 mètres, 1 mètre et 2 mètres de sable par an. Érosion exceptionnelle, on peut perdre jusqu'à 25 mètres par an. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que est-ce que nous avons encore assez de réserves de plage à Grand Bassam pour encaisser une prochaine érosion exceptionnelle? Est-ce qu'il est possible de mesurer le temps qu'il reste avant que l'érosion ne fasse disparaître les bâtiments comme à Grand Bassam? Si on était dans un cas où on n'avait que le risque d'érosion naturelle, on prend simplement 1,5 mètre, grosso modo, on tire la distance et on te dit à peu près il doit nous rester 5-6 ans grand maximum, à peu près, avant que vraiment l'océan commence à être devant les bâtiments. Mais si ce qui nous est arrivé en 2011, on ne pouvait même pas le prévoir. Parce que quand on s'est levé le matin, qu'on a vu les conséquences, forcément, on a contacté la Sodexam. La Sodexam, elle nous dit, moi, je n'ai rien dans mes radars, je n'ai rien qui explique ça, parce que ma capacité de vision ne me permet pas de le voir. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Au large de l'Afrique centrale, à des centaines de kilomètres de la plage, il y avait eu un énorme orage. Cet orage-là, on ne pouvait pas le voir parce que ce n'était pas notre périmètre de vue. Oui. Et en une seule nuit, voilà ce qui s'est passé. Il suffit encore d'une érosion exceptionnelle, et là, ce qui pourrait arriver en 5, 6, 7, 8 ans se passerait en une seule nuit. Et c'est ça qui est vraiment l'inquiétude que nous avons aujourd'hui. À peu près comme les populations de Grand Laou. Oui. C'est toujours la même histoire. Il suffit d'un événement violent. Grand Laou, c'est plutôt le fleuve Bandama qui entraîne l'érosion forte ou le déplacement fort de l'embouchure. À Grand Bassam, l'océan est 100% maître de la situation. Une grande tempête quelque part qu'on ne voit même pas arriver, et il arrive maintenant à nous manger tout le littoral. On a envie d'avoir une petite lueur d'espoir pour Grand Laou. Les études ont été dictées, il faut juste les mettre en œuvre. Mais comment faire devant ces risques-là pour sauver Grand Bassam? Alors, pour sauver Grand Bassam, on a quand même un beau travail qui a été effectué. Déjà, on s'entend, il faut saluer le député-maire Jean-Michel Moulot, paix à son âme, parce qu'il nous a quittés. Et c'est la première illustration que nous allons vous montrer. Quand il était maire de Grand Bassam, il avait travaillé avec le port autonome d'Abidjan et ils avaient fait une première étude pour essayer d'imaginer un nouveau canal. Donc sur cette photo, qu'est-ce que vous voyez? On vous a fait une petite ligne blanche parce que si on remet en place le mur d'eau, si on remet en place un épi, forcément le sable sera à nouveau capturé. Et donc quand vous voyez à gauche de l'image, vous avez une ligne blanche qui se manifeste avec une petite flèche. On voit bien qu'on a un engraissement du littoral, d'accord? Mais à chaque fois qu'on est à droite maintenant de ce petit canal, on a toujours un risque, lorsque l'eau se déplace, si elle rencontre un obstacle, de l'autre côté de l'obstacle, il va y avoir un tourbillon. Mais que les populations soient rassurées, une fois que le sable a vraiment engraissé, il va commencer à contourner maintenant le canal, et ce qui était une érosion, progressivement, va se retrouver engraissé de l'autre côté. Donc ça, c'était les travaux qu'avait fait le port autonome d'Abidjan, et on était en l'an 2000. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que ces études-là étaient un petit peu vieilles. Donc le SIAPOL en 2015, toujours, là c'est vraiment une action du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le SIAPOL en 2015 a relancé une série d'études pour mettre à jour un petit peu toutes les connaissances. On est quasiment à la fin et là vous avez vu à l'écran le nouvel ouvrage, le nouveau canal que l'on nous propose, justement pour réouvrir complètement l'embouchure et on sera pratiquement à côté du quartier France, à la position quasiment de l'embouchure artificielle de 1989. Où en est donc le projet de l'embouchure du fleuve Comoé de Grand Bassam? Alors c'est un projet qui avance, des études d'impact environnemental ont été faites, cette fois-ci, par rapport à ce qui s'est passé dans l'ancien temps avec le canal de Vrédy. Des financements ont été trouvés par l'État de Côte d'Ivoire, donc le financement maintenant est complètement acquis. Un appel d'offres a été lancé pour justement savoir qui va être capable de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ce qu'on attend maintenant, c'est justement de savoir quand est-ce que les travaux vont véritablement commencer. Et ça ne sera pas si facile parce que vous devez imaginer énormément de camions avec des rochers, avec tout ça qui doivent se déplacer. Est-ce qu'on les fait passer par Azuretti? Est-ce qu'on les fait passer par le petit pont de Mondoukou, qui est quand même relativement fragile? Est-ce qu'on les fait passer par la mer? On a des réponses, entre guillemets, mais à chaque fois, il faudra bien mesurer la possibilité, les impacts, les coûts, bien entendu, parce que ceci sera financé par l'État de Côte d'Ivoire et le délai maintenant pour être capable de préserver les populations et le patrimoine historique
de Grand Bassam. Tout ceci suscite encore d'autres études annexes pour avoir un projet complet. Absolument. Non, là c'est fini. Là, c'est terminé maintenant. Vraiment, tout est arrêté, tout est véritablement figé. C'est juste un petit peu le trajet qu'il faut arriver à définir. C'est un détail très important. Il a son importance. Voilà. On parle aussi de l'élévation du niveau de l'océan avec le changement climatique. Est-ce que l'ouverture de l'embouchure ne pourrait pas entraîner aussi l'élévation du niveau de la lagune à Bassam ou même ici, la lagune Ebri-Abidjan? Oui, vous avez raison parce que on sait que le changement climatique va entraîner une élévation du niveau de l'océan, d'accord? Et finalement, si on est en train de créer une nouvelle embouchure, est-ce que ça ne va pas permettre à l'eau de rentrer complètement à l'intérieur? Donc ça, effectivement, c'est une des inquiétudes que nous avons, mais la bonne nouvelle, finalement, c'est que l'embouchure ne sera pas très large et pas très profonde. Si effectivement ce risque se manifestait, il sera toujours temps maintenant de mettre en place des systèmes de protection. Exactement ce qu'ils font à Venise. À Moïse, vous avez ce qu'on appelle la barrière Moïse. Et cette barrière Moïse, c'est simplement quelque chose qui doit se relever lorsque les eaux vont être trop fortes pour protéger les populations en cas d'élévation de l'océan. On prend toujours plaisir à vous recevoir parce qu'à la fin, on a des solutions bien concrètes. C'est vrai qu'en début, on a un postulat un peu inquiétant, mais à la fin, on est un peu plus rassuré. Maintenant, reste la mise en œuvre. La mise en œuvre. Et le vrai problème du développement durable, c'est notre difficulté à appliquer les solutions pourtant bien connues sur le terrain. Et c'est ce qu'on essaie de faire grâce à vous. Merci pour votre contribution et puis nous devrons tous nous impliquer dans ce processus-là. Merci Cédric, on se revoit jeudi. Très bientôt. Prochain. Nous, on part pour une petite réclame et c'est le dernier flash juste après. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État organise une réunion d'échange avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques sur le thème « Bilan 2018 et perspectives 2019 pour la gestion du portefeuille de l'État » à l'hôtel Tiama le jeudi 7 mars 2019. Le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État invite tous les présidents de conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques à prendre une part active à cette rencontre. Et c'est reparti pour la 7e édition du tournoi du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Sous le parrainage du ministre de tutelle, M. Abdourahmane Cissé, cérémonie d'ouverture de la 7e édition du tournoi de football féminin et masculin, de pétanque, de scrabble, de dames, de tennis et d'athlétisme. Le samedi 9 mars 2019 à 7 h au stade La Cire à Vridi. Opérateur économique, acteur du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, cet événement est le vôtre. Infoline. C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans cette édition. Le gouvernement vénézuélien a annoncé hier avoir décidé d'expulser l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas en l'accusant d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Il a 48 heures pour quitter le pays. Daniel Kriner s'était rendu lundi à l'aéroport international de Caracas en compagnie d'une douzaine de diplomates occidentaux et latino-américains pour y accueillir à son retour l'opposant et président par intérim autoproclamé Juan Guaidó. Après s'être acquitté hier de sa caution d'1 milliard de yuan, 5,2 milliards de francs CFA, Carlos Ghosn a quitté le centre de détention de Tokyo où il était incarcéré depuis le mois de novembre sur des soupçons de malversation. L'ex-patron de Renault et de Nissan fait tout pour que son lieu de résidence reste, si possible, anonyme. En France, c'est un record absolu de participation. La consultation citoyenne organisée par l'Assemblée nationale à propos du changement d'heure a recueilli plus de 2 millions de réponses. Plus de 80% des personnes y ayant participé souhaitent sa suppression et une majorité, 59,17%, souhaitent opter pour l'heure d'été, selon un communiqué publié hier mercredi. Et si vous n'avez pas bien compris ce de quoi nous parlons, je vous invite à suivre cet élément. Avancer sa montre en été, la reculer en hiver, le changement d'heure rythme les saisons de nombreux pays tempérés.
Introduite en Europe pendant la Première Guerre mondiale, la mesure s'est vraiment installée à la fin du XXe siècle. Elle a pour effet d'allonger d'1 heure la fin de journée en été, ce qui ferait gagner chaque jour 1 heure d'éclairage artificiel. L'idée n'est pas neuve. En 1784 déjà, l'inventeur et homme politique américain Benjamin Franklin affirmait qu'en réveillant la population plus tôt en été, on économiserait une quantité considérable de bougies. Les partisans du changement d'heure lui prêtent d'autres avantages. De plus longues soirées d'été réduiraient les accidents de la route ou encore renforceraient un sentiment de sécurité dans les villes. Mais elles seraient surtout plus adaptées aux nouveaux modes de vie, favorisant un développement des loisirs et du tourisme. Les détracteurs de la mesure contestent ces affirmations qui ne seraient pas prouvées. Les économies d'énergie notamment seraient minimes. Voilà. Kylie Jenner est officiellement la plus jeune milliardaire du monde, selon la dernière liste des milliardaires de Forbes. La plus jeune membre de la famille Kardashian tire sa fortune de son entreprise de cosmétiques qui bat des records de vente. Cette jeune femme de 21 ans a fondé et possède Kylie Cosmetics, une entreprise de beauté créée il y a seulement 3 ans. Sa société a généré des ventes estimées à 360 millions de dollars, 180 milliards de francs CFA l'an dernier. Kylie Jenner, véritable modèle d'entrepreneuriat. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi, Dieu voulant. Merci à vous, Régis, et on se revoit lundi avec beaucoup de plaisir. Et pour votre chute, c'est très important. Kylie Jenner, elle incarne parfaitement le thème national au niveau de la Côte d'Ivoire, ici de la Journée internationale de la femme, le digital, solution pour l'autonomisation des femmes, parce qu'il faut dire que toute sa fortune a été créée grâce au relais sur Internet. Voilà qui inspire d'autres jeunes dames, et elle n'a que 21 ans. C'est à préciser. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui en thématique santé, on parle de la dysfonction érectile, ce trouble de l'érection qui touche les hommes. Un sujet encore tabou. On va essayer de lever un coin de voile sur ces causes, la définir et bien sûr avoir le traitement idoine. Tout ceci avec notre docteur de ce jour, docteur Nguessan Justin. Il est urologue, mais avant, élément explicatif. Un trouble érectile, c'est un dysfonctionnement. C'est généralement vu au niveau des hommes. Voilà, les hommes, bon, souvent ça dérange un peu. C'est une maladie qui est liée au sexe. Et lorsque monsieur ou madame sont couchés et qui veut passer à l'acte sexuel, et ça arrive que monsieur, lorsqu'il a les érections souvent sont pas longues, ne durent pas. Je pense que ça n'arrange pas souvent le couple. Les troubles de l'érection. Le sujet est tabou par excellence. L'angoisse de la panne virile, passagère ou chronique, hante l'homme depuis toujours. La dysfonction érectile toucherait plus de 20% des hommes de plus de 60 ans. On parle de dysfonction érectile quand on constate une incapacité à obtenir ou à maintenir un rapport sexuel satisfaisant, soit persistante ou récurrente, pendant une durée d'au moins 3 mois. C'est une incapacité à avoir à avoir une érection suffisamment rigide pour obtenir un rapport sexuel satisfaisant. Donc il y a des patients qui arrivent à obtenir une érection, mais elle n'est pas assez rigide pour avoir le rapport. On a des érections molles. Voilà. Chez certains patients également, ils n'arrivent même pas à avoir d'érection. La dysfonction érectile, comme on le dit, est de cause multifactorielle. Certains parlent d'un symptôme sentinelle, c'est-à-dire que c'est une pathologie qui va cacher bien d'autres pathologies parce qu'il y a plusieurs causes. Les causes sont nombreuses. Elles peuvent être dues à plusieurs facteurs, à savoir, elles peuvent cacher des maladies cardiovasculaires, elles peuvent révéler des maladies psychiatriques. Les causes sont nombreuses et sont souvent artérielles ou organiques. Diabète, hypertension artérielle, tabagisme, surpoids, stress, manque d'exercice physique, etc. Qu'elles soient hormonales, médicamenteuses ou neurologiques, ces troubles nécessiteront une attention particulière. Au souffrant de cette maladie-là, de ne pas cacher la maladie, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on souffre. Pour vivre mieux dans la vie, il faut s'exprimer, il faut dire ce qui se passe dans ta vie pour qu'on puisse t'aider. Il n'y a pas à avoir honte dans une maladie. Je connais véritablement un ami qui en souffrait, mais il m'a fait part de cela et je lui ai dit d'en parler avec sa femme.
et si possible d'aller voir peut-être un psychologue pour essayer d'en débattre un peu. Et il a suivi un peu mes conseils. Il a eu un monsieur comme ça qui traitait ça avec on appelle ça, la thérapie traditionnelle. Et quelques temps après, il m'a fait savoir que même si ce n'est pas ce qu'il lui voulait, mais au moins, il a trouvé quelqu'un qui pouvait vraiment l'aider dans ce sens. Voilà. Et comme ça, il a pu sauver son foyer. Et actuellement, ils sont heureux, ils continuent vraiment la relation. Plusieurs traitements existent et sont efficaces. Quelle que soit la cause de la pathologie, on peut traiter de façon efficace cette dysfonction érectile. Donc ça ne doit pas empêcher, ça doit amener les patients qui souffrent de dysfonction érectile à venir consulter pour qu'on leur propose un traitement pour que leur santé sexuelle soit parfaite. Impuissance, dysfonction érectile, trouble de l'érection, panne sexuelle, autant de qualificatifs pour un même problème qui toucherait un homme sur 3 de plus de 40 ans. Handicapante pour la vie de couple, la dysfonction érectile n'est pourtant pas une fatalité et pourrait même être, dans de nombreux cas, résolue. Et voilà, de retour sur ce plateau en compagnie du docteur Nguessan. Nous allons essayer de décrypter en profondeur ce sujet très important. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue. Alors on parle du dysfonctionnement érectile. On a eu, tout le monde y est parti de son commentaire pour la définition. Quelle serait la vôtre? Je voudrais d'abord dire que pour les patients qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos différents cabinets et en milieu hospitalier, le terme qui est le plus usité, c'est l'impuissance sexuelle. C'est ça. Bon. Dire dysfonction érectile, c'est un terme qui est très fort, qu'on essaie maintenant d'introduire dans nos consultations avec les patients. Puisque jusque dans les années 93, 85, le terme impuissance sexuelle était beaucoup plus utilisé. Et il a fallu qu'au cours de la conférence de consensus de la National Institute of Health aux États-Unis, où le terme dysfonction érectile a été introduit, puisqu'il y a une variable par rapport à l'impuissance qui, pour le commun des mortels, quand on dit impuissance, c'est un arrêt définitif. Or, la dysfonction érectile, par définition, selon la conférence du consensus, c'est une incapacité à atteindre et ou à maintenir une érection pénienne de façon suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant. Ça, c'est la définition qui est, j'allais dire, usitée à l'heure actuelle dans la communauté scientifique urologique. Et c'est ce qui se rapproche davantage de ce qu'on constate sur le terrain. Tout à fait. Alors, quelles sont les causes de ce trouble? Alors, comme l'a dit ma collègue dans le reportage, c'est des causes qui sont multifactorielles, mais on va essayer de cadrer ces causes de sorte à mieux comprendre les dérivés de ces causes-là. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle les causes organiques, c'est-à-dire des causes qui sont liées à notre organisme et autres, qui font que, quelque part, indirectement, on se rend compte que ces causes-là sont les véritables responsables de cette dysfonction érectile. On a les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, et ses traitements. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les maladies vasculaires et diabétiques, par exemple. Et à côté de ça, vous avez d'autres causes qui sont, j'allais dire, qui tendent sur nos modes de vie, notamment l'alcoolisme, le tabagisme. À côté des causes organiques qui sont, j'allais dire, non exhaustives, vous avez les causes psychogènes qui représentent pratiquement dans 80% des cas l'essentiel de ces causes de dysfonction érectile, à savoir la dépression, comme elle l'a dit, des troubles psychiatriques. Vous avez la dépression générale, vous avez l'anxiété, générale, et à côté, vous avez ce qu'on appelle l'anxiété de performance, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un rapport satisfaisant, il est anxieux
pour le prochain rapport sexuel. Et puis, il y a les causes toujours, j'allais dire, psychogènes. Vous avez, par exemple, un deuil, un divorce. Et puis, à côté de ça, vous avez d'autres causes, j'allais dire, de facteurs environnementaux, de pouvoir dans le couple, où c'est soit la femme ou l'homme qui cherche à dominer. Donc, du coup, vous avez cette souffrance, vous avez cette frustration dans le couple et qui entraîne malheureusement l'installation, j'allais dire, variable de cette dysfonction érectile. Beaucoup de troubles émotionnels également. Tout à fait. D'accord. Alors, parlons de ce dysfonctionnement-là érectile ou de l'impuissance, comme on le dit ici. Dans la société, quelle est l'importance de la question aujourd'hui, avec nos mœurs et toutes les contingences culturelles? Alors, comme vous le dites si bien, dans notre environnement socioculturel, c'est une question qui est taboue. En général, les hommes ont l'habitude, devant cette situation, de s'adonner à l'utilisation de notre pharmacopée traditionnelle. On parle de cure-dents de gouraud, on prend des bouteilles de koutoukou avec des racines à l'intérieur. Des mixtures assez suspectes qui, pour le commun des mortels, est à même de nous créer une performance érectile assez soutenue. Malheureusement, il y a le revers de la médaille, où on arrive à des complications telles que le priapisme, où on a une érection permanente qui ne revient plus et qui entraîne ces situations. Mais ce que je voulais dire, toujours dans les causes organiques, pour revenir sur les causes organiques, il y a un pan de la dysfonction érectile qui n'est pas lié à l'individu, mais qui est lié à un acte chirurgical qu'on est amené à poser, notamment dans les cas des cancers de la prostate, où on a à réaliser une prostatectomie radicale, où on est amené à sectionner les nerfs, ce qu'on appelle les bandelettes neurovasculaires, qui permettent d'avoir une érection. Dans ces conditions-là, le malade, dans sa souffrance, puisqu'on lui explique ce dont on est amené à faire, c'est la guérison devant un cancer de la prostate. Et si au cours du diagnostic, on se rend compte que la maladie arrive sur les bandelettes, nous sommes obligés de les enlever. Du coup, le malade est préparé psychologiquement à se dire que, quelque part, l'érection sera abolie. Donc, on a d'autres traitements palliatifs qui nous permettent de recouvrer cette érection. Puisque vous avez fait mention de l'aspect chirurgical, il faut aussi poser la question, est-ce que la vasectomie aura une incidence sur l'érection après? C'est deux choses différentes. La vasectomie, ça n'a rien à voir avec l'érection. Je ne voulais pas en parler parce que je risque de vous prendre tout votre temps d'antenne. Sûrement que des personnes aussi s'interrogeraient sur l'incidence. Voilà. Alors, la vasectomie, simplement, c'est un rapport avec la possibilité de pouvoir annihiler le fait d'avoir des enfants, puisque ce sont les conduits, les canaux éjaculateurs qui apportent le sperme dans lequel est le spermatozoïde qui va aller au cours des rapports pour faire donc cela n'aura aucune incidence négative sur le fonctionnement même de l'appareil génital. Tout à fait. Au niveau de notre pays, est-ce qu'on a quelques chiffres sur la prévalence ou de ce que vous constatez dans les différents cabinets d'urologues? Mais de plus en plus, on rencontre des patients qui sont atteints de ce symptôme ou de cette pathologie. Et en général, ces patients nous sont amenés par les cardiologues ou les diabétologues, puisque c'est des patients qui viennent pour leur souffrance organique de type diabétique ou cardiaque, qui sont amenés à être pris en charge par les urologues ou les andrologues. Et à ce niveau-là, alors, à ce niveau-là, comme je vous ai dit, les chiffres qu'on a de façon mondiale, c'est autour de 20% pour des patients de la tranche de 18 à 69 ans. Mais au niveau national, on n'a pas encore de statistiques précises. Non, on n'a pas des statistiques précises. D'accord. Alors, vous avez parlé aussi du traitement que, par exemple, des maladies cardiovasculaires pouvaient avoir sur l'érection. Cela se situe à quel niveau exactement, pour préciser les choses? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la fonction érectile, la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'érection, obéit à l'apport
de la vascularisation d'un côté et puis du système nerveux de l'autre côté. Donc, dès lors que vous avez des troubles cardiaques qui sont en rapport avec les problèmes vasculaires, il va sans dire qu'il y a un retentissement. D'ailleurs, comme l'a dit ma collègue Dr Cramo, c'est que c'était l'élément sentinelle qui augure de l'existence d'une pathologie sous-jacente. C'est-à-dire que quand vous recevez un malade en cabinet qui vient vous dire que j'ai des troubles érectiles, il ne faut pas se cantonner uniquement, car il faut remonter pour voir est-ce qu'il n'y a pas une pathologie en dessous qui pourrait expliquer. Donc, c'est à la fois un symptôme et c'est à la fois une pathologie. Donc, l'un dans l'autre, dans les rapports médecin-malade, il se trouve qu'il y a tout un interrogatoire qui doit être bien outillé, qui doit être bien agencé pour arriver à une définition et à une conclusion. La prise en charge thérapeutique de cette pathologie-là. Et du point de vue socio-économique, la pathologie a quel impact aujourd'hui? Alors, ailleurs, c'est considéré comme un fléau de santé publique, parce que ça a un impact. Et je vous ai dit de façon relationnelle, s'il y a un déficit de communication, s'il y a une absence d'intimité dans le couple, il va sans dire que la partenaire ou le concerné, quand il arrive au boulot, il est complètement, j'allais dire, à côté de la plaque. L'activité économique à laquelle il s'adonne sera ralentie, puisque psychologiquement, il y pense. Et sa frustration, sa souffrance, elle est permanente. Il faut pouvoir se libérer. Comme on le dit, c'est le nœud de la guerre. Ah oui, quand on sait l'importance de l'acte dans l'équilibre même émotionnel ou d'autres contingences de l'être humain, c'est clair que cela a des conséquences très graves. On parle de ce sujet-là en prélude toujours de la Journée internationale de la femme. Il y a des conséquences sûres dans le couple. Tout à fait. Donc, comment aider son partenaire qui subit ou qui vit ce trouble-là à pouvoir s'en sortir? Alors, de traitement et d'abord, le traitement, comme je l'ai dit, il est psychologique. C'est-à-dire il faut que vous en parlez dans votre couple. Il faut qu'il y ait un partage. Et en général, quand le patient arrive en cabinet, s'il est marié, on souhaiterait que l'épouse soit là, puisque le traitement, il est d'abord, j'allais dire, psychologique, avant d'être, j'allais dire, thérapeutique en utilisant des médicaments. Il faut pouvoir échanger, il faut qu'il y ait cette complicité. Les malades, par exemple, qui sortent d'un divorce ou d'un deuil, psychologiquement, ils ne sont pas prêts à se retrouver devant une relation telle que l'ancienne relation où ils avaient des performances et pour lesquelles ils étaient au top. Il faut pouvoir les accompagner. Et puis maintenant, en fonction de ça, s'il faut introduire les traitements médicamenteux, dans ces conditions, on les aide aussi à le faire. L'accompagnement psychologique, il intervient à quel niveau? Au niveau du patient, c'est clair, mais au niveau de la compagne ou du conjoint également, parce qu'il faut aussi convaincre le conjoint que tout va bien se passer. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, la relation patient-médecin est une relation qui doit être imbriquée, c'est-à-dire qu'il doit avoir une confiance mutuelle. Et l'écoute du patient est pour nous, j'allais dire, primordiale à l'accompagner dans le traitement. S'il n'y a pas de confiance, alors on retourne encore à la case départ, malheureusement. Parlant de traitement médicamenteux, on sait que la prise en charge ici sous notre OPIC, ce n'est pas très donné, 40 000 francs par comprimé. Ah, vous avez le traitement, le coût du traitement, c'est bien. Quelques petites recherches avant l'entretien. Donc, ça n'est pas un frein au traitement? Le train n'est pas un frein pour la guérison? Si, mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tantôt qu'ailleurs, c'est considéré comme un fléau de santé publique. Et les caisses de protection sociale, notamment en Belgique et en France, prennent en charge ces médicaments-là. Ici, en Afrique, le problème, c'est de se retrouver autour d'une table et voir dans quelle mesure on pourrait aider les populations à avoir accès à ces vrais médicaments. Parce que quelque part, c'est vraiment un frein, 40 000 francs, la boîte de
C'est de pas donné. 3 et puis la boîte des 4, pour ne pas citer le nom des médicaments, à 110 000 francs. C'est pas donné pour quelqu'un qui a le SMIC. Le SMIC. Il a beaucoup plus à faire ailleurs qu'à mettre tout son salaire du SMICAR dans un traitement, quoique important pour son équilibre dans son couple. De votre position, quelles sont peut-être les ébauches de solutions que vous préconiserez pour une couverture, une subvention pour aider les patients? Mais c'est une question, j'allais dire, de santé publique. C'est le politique qui doit définir un cadre général pour voir dans quelle mesure cette pathologie puisse être prise en charge. Il n'y a pas que cette pathologie, il y a encore d'autres pathologies pour lesquelles il faut s'asseoir et voir comment définir la prise en charge et le coût de ces traitements-là. À ce niveau, 40 000 francs, c'est sûr que la majeure partie des patients sont des personnes d'un certain standing de vie. Tout à fait. Les autres sont logés à quelle enseigne ou des solutions palliatives? Non, je pense que solution palliative, non. Il faut chercher une solution générale pour toute la population, puisqu'on est là pour la population générale. Mais là, 40 000 francs, c'est pas donné. C'est pas donné. Donc, qu'est-ce que celui qui est en train de nous suivre, qui subit cette maladie-là, peut faire? Mais dans un premier temps, c'est de pouvoir rencontrer un urologue. Et le volet psychothérapique aura son importance dans ces conditions, quand on sait que le coût est un frein à la prise en charge. On sait aussi qu'il y a des assistants sociaux dans les communautés, ça et là. Ça peut être, pourquoi pas, une lueur d'espoir? Mais ça n'aura pas d'incidence. Non, tout à fait. Ça pourra avoir une incidence, mais dans ces conditions-là. Donc, nous servons avec les assistants sociaux une courroie de transmission, d'approche qui puisse, encore une fois, de façon psychothérapique, leur permettre de retrouver ou de recouvrer un tant soit peu leur fonction érectile normale. Alors, à toutes les personnes qui nous suivent et souffrant de cette maladie, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour garder en tout cas l'espoir? Il faut toujours garder l'espoir et puis rencontrer ou aller en consultation. Même le médecin généraliste peut se permettre de prendre en charge cette pathologie, pourvu qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait une approche, j'allais dire, multidisciplinaire dans la prise en charge de cette pathologie. Merci infiniment, docteur Nguessan. Je voudrais profiter de votre antenne, puisqu'on parle de dysfonction érectile. Il n'y a pas que ça. Il faut voir le cadre général de la médecine sexuelle, où il y a d'autres pathologies qui sont aussi concernées par le type de pathologie dont on vient de parler. Et du 26 au 29 mars, nous organisons un congrès, peut-être le 14e congrès de l'Association panafricaine des chirurgiens urologues, qui aura pour thème notamment la prise en charge en Afrique des troubles, j'allais dire, sexuels. C'est un sujet d'intérêt général, donc on peut y accorder du temps. Merci infiniment, docteur Nguessan Justin, pour votre contribution. On espère que tous les malades ne sont pas désespérés, hein. Il y a toujours une solution. Et puis les femmes, il faut accompagner les conjoints dans ce processus de guérison-là. C'est bénéfique pour l'équilibre de la famille. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain. Je vous en prie. Au revoir.